Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live chat Ramsay Général de Santé consacré aujourd'hui au jour de l'accouchement, des signes du début du travail jusqu'à la délivrance. Donc pour répondre aux nombreuses questions que vous vous posez sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous pendant 1 heure 2 spécialistes, le docteur Jean-Philippe Lopresti qui est gynécologue obstétricien et Christelle Renard qui est sage-femme et tous les deux travaillent à l'hôpital privé Claude Gallien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Donc, il y a de nombreux internautes qui attendent vos réponses, donc on ne va pas les faire languir plus longtemps. Et on va tout de suite répondre à Régina, qui voudrait savoir à partir de combien de mois de grossesse on peut sentir le bébé bouger. Alors, on peut sentir le bébé bouger à partir de 18 à 20 semaines quand c'est une première grossesse. Quand il s'agit d'une patiente multipare, on peut le sentir bouger un petit peu plus tôt. Tout simplement plus tôt car l'utérus se distance souvent plus rapidement, plus le nombre de grossesses augmente et du coup les mouvements du bébé sont plus amples et plus précoces. D'accord. Mais il n'est pas anormal de ne pas ressentir de mouvement à 18 semaines. C'est pas anormal de ne pas les sentir. Voilà, il ne faut pas non plus s'inquiéter, être tout le temps à l'écoute, il n'y a rien d'alarmant. Même à partir du moment où on commence à les ressentir un petit peu bouger, si pendant une demi-journée, voire une journée, on ne le sent pas bouger, à ce terme-là, c'est pas grave. C'est pas la même chose que quand on ne le sent pas bouger en fin de grossesse. En fin de grossesse, on doit sentir des mouvements tous les jours. Voilà, exactement. Okay, c'est ça. Alors, une nouvelle question de Leishana, qui est à son 8e mois le 15 décembre. Elle dit qu'elle a le col court, 22 mm, qu'apparemment elle a des contractions sans s'en rendre compte et elle voulait savoir si elle pouvait espérer mener sa grossesse à terme, sachant qu'elle a un utérus fibromateux. Je peux répondre. Donc déjà, il faut savoir que le terme qu'on lui a donné, donc les 9 mois de grossesse, effectivement, ça peut ne correspondent pas forcément au terme, ce qu'on appelle le terme obstétricalement parlant, puisqu'une grossesse est considérée non prématurée, donc à terme à partir de la 37e semaine, donc à partir de 8 mois. D'accord, donc elle est quasiment à terme. Donc elle est quasiment à terme au 15 décembre. Voilà. D'accord, donc est-ce qu'elle a un risque d'accoucher plus tôt? Peut-être, mais à la limite, c'est pas du tout un souci. À la limite, c'est pas grave, même si elle accouche à la 38e semaine, c'est-à-dire 3 semaines avant le terme théorique. Elle peut se détendre à ce niveau-là. C'est ça, elle a passé les comme cas prématuré. Voilà, donc là maintenant, elle peut effectivement espérer avoir le début de travail arriver prochainement, sans inquiétude pour son enfant. Oui, on ne parle pas de prématurité. Pas du tout, à partir de 37 semaines révolues, tout à fait. Qu'on est à long terme, il y a des seuils. Tout à fait. Alors, on a une nouvelle question d'une internaute qui attend son 4e enfant et qui, jusque-là, fait du faux travail. Donc, elle appréhende beaucoup de partir trop tard à la maternité parce qu'elle accouche assez vite. Donc, comment différencier assez tôt un faux travail d'un vrai travail ? Alors effectivement, un faux travail, c'est ce que redoutent beaucoup de mamans. Donc juste pour expliquer ce que c'est qu'un faux travail, qu'un vrai travail, effectivement, les mamans ont des contractions qui surviennent et qui semblent douloureuses. Donc effectivement, à un moment donné, quand les contractions ne s'arrêtent pas spontanément, elles sont amenées à consulter à la maternité. Et là, quand nous les recevons, effectivement, à l'examen lors du toucher vaginal, on constate à ce moment-là que le col ne se modifie pas. Et c'est donc là qu'on peut leur dire, bon, effectivement, vous avez des contractions douloureuses, mais c'est un faux travail puisque le col n'évolue pas. Donc ce sont des contractions qui ne servent à rien, en fait. En quelque sorte, on pourrait même dire que c'est l'utérus qui fait un petit caprice, on va dire, entre guillemets. Donc c'est vrai que cette maman n'a pas eu de chance d'avoir eu 3 faux travails. Oui. Donc après, tant que la patiente ne s'est pas rendue auprès de sa maternité, il n'est pas facile pour elle de reconnaître réellement si elle est en faux ou en vrai travail. Si ce n'est de peut-être mettre l'accent sur éventuellement des contractions qui pourraient être de plus en plus fortes et puissantes, de plus en plus rapprochées, où là effectivement en termes d'évolution des contractions, peut-être que ça pourrait plus la diriger sur un vrai travail, et puis justement savoir quand venir à ce moment-là, si les contractions évoluent, que ça devient vraiment très difficile à gérer en termes de douleur, là on peut peut-être se dire oui c'est un vrai travail, je me dirige auprès de la maternité.
Dans le doute, il vaut peut-être mieux de toute façon. Dans le doute, si les contractions ne s'atténuent pas après, par exemple, une douche chaude ou si elle a pensé prendre un peu de Spasfon comprimé, si les choses ne s'atténuent pas en termes de douleur, il faut qu'elle vienne consulter. Nous, on a d'autres moyens pour pouvoir atténuer ces douleurs si toutefois ce n'est pas le jour de la naissance de l'enfant. Voilà. Alors, une question de Charlotte. Bonjour, mon terme est prévu pour le 6 janvier. Cette nuit, forte diarrhée à 2 reprises et ce matin, contractions douloureuses qui ont duré environ 1h30 puis se sont arrêtées. Est-ce le début du travail? Non, 1h30 de contractions qui se sont arrêtées ensuite. Non, en général, le travail, quand il commence, il ne s'arrête pas. Il s'arrête au moment de l'accouchement. Oui, c'est ça. Voilà, donc il faut bien distinguer les contractions qui peuvent être plus ou moins régulières, plus ou moins douloureuses, d'un vrai travail qui, lui, entraîne des contractions régulières et douloureuses toutes les 3 minutes et qui ne s'arrêteront qu'au moment de l'expulsion de l'enfant. D'accord. Donc c'est plus un faux travail? C'est plus un faux travail, où elle peut avoir des contractions aussi pour d'autres raisons. N'importe quelle infection, une infection urinaire, une gastroentérite. Alors comme elle avait des diarrhées, est-ce que ça peut être... Ça peut être justement le lien de cause à effet. Exactement, c'est toutes les infections entre guillemets pelviennes, donc que ce soit une infection urinaire ou une infection d'origine digestive, peut entraîner des contractions de l'utérus, des contractions réflexes en fait. D'accord. Voilà, qui n'ont rien à voir avec un travail. Donc elle n'est pas sur le point d'accoucher. Par contre, 6 janvier, elle a encore un peu de temps. Par contre, si les contractions redeviennent régulières et douloureuses, à ce moment-là, il faudra quand même qu'elle consulte pour qu'on l'examine. Vous verrez bien vérifier que le col est encore fermé. D'accord. Alors, nouvelle question de Ornella. Lors d'un 2e accouchement, après la perte des os, le temps de se rendre aux urgences, combien de temps avons-nous? Alors, il ne faut surtout pas se précipiter à venir à la maternité. Bien évidemment, il faut venir, mais il ne faut pas venir en urgence. C'est-à-dire que si il y a perte des os, après tout dépend en termes de quantité. S'il y a perte des os et qu'il y a des contractions, effectivement, là, la question ne se pose plus. Il faut venir à la maternité. Mais prenez le temps de revoir vos affaires, de prévenir votre mari, de venir, ne pas être paniqué en arrivant. C'est pas une extrême urgence. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce qu'on perd les os, on accouche forcément dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures et que du coup, il y a un caractère d'urgence forcément à ce moment-là. Effectivement, si on a perdu des os et contraction, bien sûr, il ne faudra pas attendre 4-5 heures à la maison avec des douleurs et une perte des os. Ça, c'est évident, puisque bon, il faudra à un moment donné, effectivement, bien contrôler la bonne santé du bébé, etc. Mais si la poche des os est rompue, ça veut dire quand même l'accouchement ça veut dire que l'accouchement va se faire dans les heures qui suivent. En général, va se déclencher dans les 24 heures qui suivent, en général. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément dans l'heure qui suit, mais il arrive couramment que des patientes perdent les os et qu'elles accouchent, que le travail ne commence que 24 heures après. Et c'est vous qui déclenchez dans ces cas-là? Alors, si la rupture est prolongée, effectivement, plus de 24 heures, à ce moment-là, il est conseillé pour des raisons de risque infectieux de déclencher le travail. Encore une fois, tout dépendra aussi du terme auquel cela survient. Si ça survient entre guillemets à terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous à terme après 37 semaines, la question ne se pose pas, c'est-à-dire qu'on fera accoucher la patiente. Maintenant, si elle perd les os à 6 mois, là, c'est un autre contexte. Il faut bien différencier le rapport bénéfice-risque entre faire accoucher un enfant très prématurément et il est possible de prolonger en fait la durée de la grossesse s'il reste encore une quantité de liquide suffisante qui peut éventuellement se régénérer après s'il s'agit simplement d'une simple fissuration et non pas d'une perte totale des os. Voilà, avec une couverture antibiotique, en général une surveillance rapprochée de l'enfant, des contractions du col. Pour revenir un petit peu sur la question de madame, il y a un facteur qui peut être éventuellement un peu plus inquiétant, c'est si c'est associé à des saignements importants. C'est-à-dire que si elle perd les os et qu'elle se met à saigner de façon vraiment très importante dans le même temps, là on va dire que c'est un peu plus d'urgence. Il y a un peu plus d'urgence quand même que si c'est une simple perte des os. D'accord. Alors, quels sont les risques d'un déclenchement à la date du terme? C'est une question de dos. Est-ce que dans ces cas-là, la césarienne est plus fréquente?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que quand les mamans viennent nous consulter, qu'elles sont à terme, nous évaluons à ce moment-là les conditions locales au niveau du col utérin. Donc on apprécie différentes choses et en fonction de ces critères, nous pouvons nous déterminer si le déclenchement avec une perfusion d'ocytocine est réalisable ou pas. Si effectivement le déclenchement n'est pas préconisé parce que les choses ne sont pas encore tout à fait favorables, on peut se donner un petit délai supplémentaire. Hein. Des mamans peuvent très bien accoucher après le terme de leur grossesse. En général, les protocoles les plus souvent pratiqués, c'est 4 jours après le terme en général, avec des surveillances rapprochées, bien sûr, surveillance de l'enfant avec un monitoring, surveillance de la quantité de liquide amniotique. Donc à ce moment-là, ce sont les gynécologues obstétriciens qui font une échographie pour vérifier qu'il y a encore suffisamment de liquide amniotique pour que le bébé soit encore en bonne santé. Donc il n'y a pas de caractère obligatoire de déclenchement à terme dans tous les cas. D'autant qu'il y a une part d'incertitude sur le bien calcul sûr, du terme. Bien sûr, tout à fait, mais le calcul du terme, il est fait en général à l'écho du premier trimestre, et il y a toujours 2 à 3 jours d'écart possible, en plus ou en moins. Donc on dit qu'on va être précis à quasiment une semaine près. Oui. Donc effectivement, ce terme d'imprécision va se répercuter en fin de grossesse. C'est pour ça qu'à 40 semaines, on ne va pas forcément déclencher à 40 semaines, puisqu'on n'est même pas sûr qu'elle soit à 40 semaines. Elle peut être effectivement à 40 semaines plus 2-3 jours, mais elle peut être aussi à 39 semaines et demie. À 40 semaines et demie. Donc voilà, et le déclenchement ne se fera au terme que s'il y a une pathologie associée. Si tous les feux sont au vert, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si la maman se porte bien, qu'elle n'a pas de problème particulier, que l'enfant se porte bien, on peut effectivement attendre 4 jours de plus. Là, après ces 4 jours-là, il faudra commencer non pas forcément à déclencher par perfusion, mais tout du moins à faire une maturation du col qui permettra un déclenchement dans de bonnes conditions par la suite. Justement pour éviter la césarienne. Voilà, le but étant effectivement d'éviter de faire une césarienne. Donc, oui, statistiquement, il n'y en a pas plus après les accouchements déclenchés qu'après les accouchements spontanés. Pas forcément, pas forcément, oui. Alors, une nouvelle question qui ne concerne pas le thème du jour, mais bon, ça peut toujours servir. Est-ce que prendre l'avion est déconseillé dans les premiers mois de la grossesse ? Alors non, ce n'est pas déconseillé pendant les premiers mois de la grossesse, donc il faut bien comprendre que les avions en fait sont pressurisés à peu près à l'altitude de 1800 mètres, 2000 mètres. Donc il n'y a pas, comme tout le monde le sait, il n'y a pas d'air à 9000 mètres d'altitude, il n'y a pas assez d'oxygène pour qu'on puisse respirer. Donc les avions sont pressurisés à l'altitude environ de 1800-2000 mètres. Ça veut dire que c'est l'équivalent d'un séjour en petite montagne. Donc il y a un petit peu moins d'oxygène que, on va dire, à l'altitude zéro, mais il y a quand même largement assez d'oxygène pour un voyage, surtout qu'on ne fait aucun effort, etc. Donc à partir du moment où on n'a pas de problème cardiaque, pas d'insuffisance respiratoire, cette pression suffit largement et donc est compatible avec n'importe quel terme de la grossesse, j'ai envie de dire. Les raisons pour lesquelles les compagnies aériennes ne veulent pas accepter les femmes après 7 mois, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'elles accouchent dans l'avion. Parce qu'un accouchement dans l'avion, ça veut dire détourner un avion, dérouter un avion. Et donc des gros frais. Et donc des gros frais pour la compagnie aérienne. Il paraît que statistiquement, il y a quasiment toujours un médecin à bord. C'est vrai. On ne pas le tenter quand même. Alors, question d'Audrey 21, question d'actualité. Peut-on manger des crustacés en période de fête ? J'imagine que la sage-femme a souvent cette question. Oui, bon, ce qui fait peur souvent aux mamans, c'est le caractère iodé des crustacés. Bon, après, je pense qu'elle peut en consommer de manière modérée.
Après, bon, il n'y a pas de caractère contre-indiqué par rapport à ça, non, effectivement. C'est vrai que la période des fêtes est un petit peu compliquée. C'est toujours un petit peu compliqué, bien sûr, mais voilà, après, c'est toujours l'excès qui fait que... Je crois que plus que de se focaliser sur le type d'aliment, c'est surtout la conservation qui est importante. Oui, voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est pas forcément de manger des crustacés, mais c'est de les laisser traîner au frigo pendant 3-4 jours, et puis avec un frigo qui n'est pas nettoyé régulièrement, etc. Ça peut comporter des risques, mais après, manger des crustacés, même, on va dire, en période de fête, avec modérément, on va dire, il n'y a pas de risque particulier s'ils sont bien frais et qu'on prend toutes les précautions nécessaires. Alors, Audrey 21, toujours, combien de temps peut durer le travail ? Alors, ça c'est une question. Alors, tout dépend si c'est une première grossesse ou pas. Donc, classiquement, on va dire la durée la dilatation du col, c'est environ 1 cm par heure pour une primipare et plutôt 1,5 à 2 pour une multipare. Voilà. Donc, on va dire la durée moyenne du travail, elle est de une dizaine d'heures, on va dire. Voilà. En sachant que les patients n'entrent pas en salle de travail avec un col fermé. Donc le col, il est déjà à 2-3 cm. Donc on va dire, elle reste en salle de travail, en moyenne, je dirais 6-7 heures pour une primipare et quelques heures de moins pour une multipare. Voilà. Mais ça, on va dire, c'est une moyenne. Hein. Oui, donc, le travail peut durer un peu plus longtemps, comme la période de pré-travail peut être très variable et très allongée. Souvent, il y a des confusions qui sont faites, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui disent « moi, mon travail, il a duré 48 heures ». Non, le travail, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on compte à partir du moment où le col se dilate. Voilà. Donc, c'est pas à partir du moment où on sent les contractions avec un col fermé. Alors, comment éviter une épisiotomie ? Question de mai. Alors, d'ailleurs, oui, voilà, je tiens à dire que l'épisiotomie n'est pas systématique. Hein, donc, elle est faite vraiment dans des cas très particuliers. On en fait très très peu, voilà, environ 25%, ce qui représente finalement pas énormément par rapport au nombre d'accouchements. Ce qui est important pour cette maman de savoir, c'est qu'effectivement, lors de son accouchement, la sage-femme et l'auxiliaire et le papa entourent énormément la maman. Et justement, je pense qu'il y a un climat de confiance qui se fait entre la patiente et nous, qui est très important. Et du coup, effectivement, dans nos paroles, dans nos conseils, cela peut permettre justement, bien souvent, d'éviter ce genre de gestes. Dans tous les cas, s'il y a à faire une épisiotomie, ce geste incombe vraiment uniquement qu'à nous. On ne peut vraiment savoir qu'au dernier moment s'il y a besoin de faire une épisiotomie. Mais en aucun cas, cela est fait de manière systématique, même dans l'éventualité qu'on ait besoin de faire une ventouse ou qu'on ait besoin de mettre des forceps ou des spatules. Les choses se font vraiment pas de manière systématique. Et c'est vrai que l'aide que peut nous apporter la maman à ce moment-là, en écoutant bien les conseils, en poussant bien au moment où il faut pousser, c'est très important. Ça conditionne énormément l'expulsion à ce moment-là. Et donc, je voudrais même dire qu'avant d'être au moment de l'accouchement, la sage-femme va la guider sur les gestes, les bonnes pratiques à faire au moment de l'accouchement, les bonnes positions à adopter. Et tout cela fait qu'effectivement, tous les conseils réunis font que la maman pousse du mieux possible. Et pour nous, au niveau du périnée, effectivement, on sent que si la maman écoute bien les conseils, il y a très très peu de chances finalement qu'on soit amené à faire une épisiotomie. Or, cas parfois elle est nécessaire. Spécial, voilà. Si il vraiment faut elle est le voir plus comme une nécessité en fait, qu'un acte. Pas par plaisir. Pas du tout. Pas du tout. Comme on va même, voilà. Il faut encore une fois dédramatiser l'épisiotomie parce que quand on l'a fait, c'est vraiment pour éviter une déchirure plus complexe et qui aura plus de conséquences néfastes par la suite pour la maman. Donc si on le fait, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça reste quand même relativement anodin. Relativement anodin. Donc, voilà, et on les pratique vraiment de moins en moins.
parce que les péridurales, justement, à côté de ça, sont de plus en plus perfectionnées, de plus en plus vraiment à la demande, donc par rapport aux sensations que vont avoir les mamans à ce moment-là. Du coup, ça les aide effectivement à pousser correctement et du coup pouvoir préserver leur périnée à ce moment-là. D'accord, donc à la limite, on ne peut pas toujours l'éviter, mais le meilleur moyen pour l'éviter, c'est une bonne préparation. Exactement. Et d'arriver dans de bonnes dispositions. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, une internaute qui n'a pas de pseudo a entendu parler de l'hémorragie de la délivrance. Donc, de quoi s'agit-il ? Alors, l'hémorragie de la délivrance, elle est définie par une hémorragie qui survient pendant et après l'accouchement, surtout, de plus d'un demi-litre de sang dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Donc, généralement, cette hémorragie, elle survient tout de suite après l'accouchement. Pour de multiples raisons, soit parce que le placenta ne se décolle pas. Donc il faut savoir que ce qui arrête les saignements après un accouchement, en fait, c'est la rétraction de l'utérus. Pour que l'utérus se rétracte bien, il faut que le placenta que la patiente soit délivrée, c'est-à-dire que le placenta soit sorti. Et puis surtout que l'utérus se contracte bien à l'aide de produits d'ocytocine. C'est un produit qu'on administre justement pour favoriser la rétraction de l'utérus. Alors pour de multiples raisons, il peut y avoir des saignements, soit parce qu'il peut y avoir une déchirure obstétricale, et donc ça peut saigner pour une autre raison, soit parce qu'effectivement l'utérus ne se rétracte pas, soit parce que le placenta ne s'est pas décollé et du coup la délivrance ne s'est pas faite. Donc j'ai envie de dire à chaque raison de l'hémorragie sa solution. Ça, en plus, c'est pendant la période où la femme est en observation. Oui, de toute façon, ça survient tout de suite après la sortie du bébé. Après la sortie du bébé. C'est aussi pour ça qu'elles sont en surveillance. Dans sa chambre, exactement. Donc la surveillance en salle de travail dure après, en moyenne 2 heures, après l'expulsion du bébé, justement pour vérifier qu'elle ne saigne pas. Si jamais elle saigne, donc on a tous les moyens nécessaires pour effectivement stopper cette hémorragie. Ça va des simples produits médicamenteux en passant après par éventuellement l'embolisation, donc c'est-à-dire qu'on va mettre des petites particules dans les artères utérines, donc ça se fait par voie vasculaire, qui vont permettre de boucher en fait l'arrivée de sang dans l'utérus, qui va permettre de stopper l'hémorragie. Dans de très très rares cas, il peut arriver qu'on soit obligé, si aucune technique ne fonctionne, de faire ce qu'on appelle une hystérectomie d'hémostase, une ablation de l'utérus. Ça c'est vraiment le dernier extrême, très rare. Oui, tout à fait. Donc, c'est très important d'être surtout dans une structure où on puisse disposer du maximum de ces possibilités. Que ce soit donc de l'embolisation comme on a à l'hôpital Galien, et puis d'avoir aussi un chirurgien disponible sur place pour une éventuelle hystérectomie d'hémostase, même si ça reste très très rare. Donc la majorité des soucis, s'ils doivent surviennent dans les quelques heures qui suivent. Jusqu'à 24 heures. Qu'est-ce qui... Donc la surveillance, elle se fait régulièrement après par les sages-femmes. Donc en salle de naissance, tant qu'elle reste en salle de naissance, puis après dans les suites de couches, par les sages-femmes d'étage qui surveillent les patients pendant les 24 heures. Et après 24 heures, c'est... Après 24 heures, le risque... arriver, on rentre chez penser moi, que voilà, des choses sont rentrées dans l'ordre. Ça ne peut pas arriver, il ne faut jamais dire ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas arriver pour cette raison-là. Par contre, il peut y avoir parfois une petite rétention de ce qu'on appelle un cotylédon, c'est-à-dire qu'un bout de placenta. Et parfois, effectivement, ça peut se mettre à saigner secondairement. Dans ce cas-là, il faut consulter. Il faut retourner aux urgences ou à la maternité où on a accouché pour vérifier, justement, faire une échographie et vérifier qu'il ne reste pas un petit morceau de placenta dans l'utérus. Ce qui arrive très rarement, puisque en général, après la délivrance, on contrôle systématiquement le placenta pour vérifier qu'il est bien entier et qu'il ne reste pas un petit cotylédon dans l'utérus. D'accord. Alors justement, la question suivante fait une bonne transition avec ce que vous venez de dire, parce que vous avez dit que c'était important d'accoucher dans un hôpital ou une clinique qui pouvait fournir l'ensemble des services, des réactions qui peuvent être nécessaires en cas de complications. Donc là, il y a une question, c'est vaut-il mieux accoucher dans une maternité de type 2 ou de type 3 ?
du coup? Est-ce que la différence, elle se fait à ce niveau-là? Non, ou pas? la différence, elle ne se fait pas au niveau maternel. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le niveau 2, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, c'est simplement pour le bébé. D'accord ? C'est une question de prise en charge néonatale. Donc plus le niveau de la maternité monte, et plus effectivement on accueille les bébés prématurés, voire très prématurés. Donc ça n'a rien à voir avec la mère. Voilà. Donc on peut avoir une maternité de niveau 2 où on a effectivement, comme chez nous, l'embolisation, et une maternité de niveau 3 qui va prendre en charge des bébés très prématurés, donc avant 32 semaines, voire même avant 30 semaines, et qui n'ont pas forcément l'embolisation sur place ou une réanimation maternelle. Voilà. Et du coup, alors qu'est-ce qu'il vaut mieux vérifier quand on se renseigne sur les endroits où accoucher? J'ai envie de dire, si on a un risque d'accouchement très prématuré, il vaut mieux aller en niveau 3, ce qui est quand même relativement rare, parce que sauf si on a déjà accouché 2 fois de grands prématurés. Voilà. Parce que souvent, au moment où on s'inscrit, on n'a aucune visibilité sur la façon dont ça va se passer. Si la grossesse est à risque ou non. Voilà, si la grossesse est à risque d'accouchement très prématuré, effectivement, il vaut mieux privilégier une maternité de niveau 3 parce que le risque que le bébé naisse grand prématuré est important, en sachant que même si elle accouche en niveau 2, on peut toujours transférer le bébé dans ensuite en réanimation pédiatrique si nécessaire. Mais s'il n'y a aucune indication, il vaut mieux privilégier la sécurité maternelle, j'ai envie de dire, à partir du moment où dépasse le terme de 28 semaines, ça c'est sûr. Plus quand même une certaine proximité, qu'on mette pas bien sûr. 4 heures à y aller. C'est quand même important que les femmes soient bien conscientes de ça. C'est que la maternité la plus proche reste quand même la meilleure, j'ai envie de dire, parce que la sécurité maternelle et obstétricale, elle est quand même... Oui, le temps joue beaucoup, le facteur temps est important aussi. Exactement. Alors, à quel moment puis-je avoir une péridurale ? Alors, elle peut être posée à différents moments. Donc la péridurale est donc un moyen de soulager efficacement la douleur au niveau des contractions. Donc elle se pratique uniquement quand les mamans sont en salle de naissance. Effectivement, elle peut être mise à différents moments du travail, sachant qu'effectivement le sentiment clinique est très important à ce moment-là. Donc de manière générale, on peut poser une péridurale lorsque la maman est à 2-3 cm de dilatation au niveau du col. Nous pouvons la poser jusqu'à une dilatation très avancée également, selon la situation. Effectivement, si on a une maman pour laquelle c'est un premier enfant, on peut poser la péridurale même à 8-9 cm si le bébé n'est pas trop plongeant et qui peut laisser craindre que l'accouchement est vraiment imminent. On peut poser la péridurale assez tard. Maintenant, effectivement, une maman pour qui c'est son 4e ou 5e enfant, si les contractions, on va dire très intenses, sont présentes avec une dilatation à 8 cm, là, on va dire que le temps entre ce moment-là et la naissance du bébé va être tellement courte que finalement la nécessité de poser une péridurale n'est plus là. Il y a d'autres moyens de soulager. Exactement, voilà. Donc l'accompagnement, effectivement, pour nous, à ce moment-là, est très important pour ces mamans qui sont effectivement dans une période de stress à ce moment-là. Mais bon, l'accouchement ne se passe pas plus mal pour autant. Mais c'est vrai que la péridurale peut vraiment se poser à des stades vraiment différents en termes de dilatation du col. Et même si on arrivait en se disant je ne vais pas en avoir besoin et qu'on la demande, il n'y a aucun problème. Puisqu'on a de toute façon un bilan d'anesthésie. Nous avons en général une équipe d'anesthésistes tout à fait disponible, donc avec un anesthésiste de garde justement pour ça. Donc ils sont relativement très disponibles à venir dans les 10 minutes, un quart d'heure par rapport à la demande. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'à partir du moment où on met la péridurale, il y a une petite inertie sur l'action du produit qui fait que les mamans sont soulagées au bout de au moins 20 minutes. Donc c'est pour cette raison-là, en l'occurrence, que l'on ne pose pas des péridurales trop tard si on estime que le bébé va arriver incessamment sous peu, on va dire.
Voilà. D'autant plus que la péridurale, c'est une analgésie, hein, c'est pas une anesthésie, c'est-à-dire que ça diminue la douleur. Mais au moment le dosage est fait de telle sorte qu'en fait, elles sentent quand même le passage du bébé au moment de l'accouchement. C'est le but parce que sinon, elles ne savent pas à quel endroit il faut pousser et comment pousser. Voilà. Donc, elle a d'intérêt que pendant le travail, mais au moment de l'expulsion, voilà, si on ne va pas poser une péridurale juste pour l'expulsion, puisque c'est un moment où, au contraire, il est important qu'elle sente bien le passage du bébé pour savoir comment pousser. Alors justement, vous parlez de la sensibilité au moment de la péridurale. Question d'Audrey 21, est-ce qu'on peut rester paralysé avec la péridurale? Paralysé. Les risques anesthésiques sont très très bons. Alors, je ne suis pas anesthésiste, mais... vous en connaissez quelques-uns? Oui, j'en connais quand même quelques-uns. Les risques d'anesthésie, de paralysie dus à la péridurale sont extrêmement faibles parce que le produit est censé être que à l'extérieur en fait de la moelle épinière. Donc les risques sont très très faibles. Il y a quand même, enfin, à ma connaissance, moi, je n'en ai jamais vu, dans notre maternité, on n'a jamais eu de paralysie. Voilà. Il peut y avoir les incidents sont très rares. Ce qui est décrit plus fréquemment, c'est effectivement des maux de tête. Oui, les migraines, voilà. ça c'est fréquent. Donc ça qui peuvent être dus à une petite brèche. Mais qui dure peu. Arrive, qui dure peu oui, et surtout on a des moyens de pallier à ça. Parfois des petites douleurs résiduelles. Une petite douleur nerveuse résiduelle, mais qui s'estompe en général. Oui, ou une sensation un peu d'engourdissement, mais pas de paralysie. Non. Il ne faut pas que ça soit un argument pour ne pas la prendre, la péridurale. Je crois que l'intensité des contractions est tellement variable d'une maman à l'autre. Ce moyen efficace d'atténuer la douleur est vraiment important pour les mamans qui souffrent le plus. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à se laisser tenter par la péridurale, parce que dans bien des cas, elle rend vraiment beaucoup service aux mamans et puis même à l'équipe, l'ensemble de l'équipe, même effectivement. Hein, le caractère rassurant de la péridurale, il n'y a rien qui remplace ça aussi. Alors, question de Marinou, quels sont les risques liés à l'utilisation des forceps pour le bébé, mais surtout pour la maman? Alors l'utilisation du forceps, déjà le forceps est utilisé que si on en a besoin. Donc, voilà. Donc, alors les risques... C'est comme l'épisiotomie, la césarienne, vous n'êtes pas voilà, expert de exactement. Non, quand même. Non. Donc les risques pour la maman, il n'y a pas de risque particulier, en sachant qu'à partir du moment où on met un forceps, il y a un petit peu plus de risque de faire une épisiotomie, puisque forcément il y a le passage de la tête, mais il y a aussi l'épaisseur du forceps, voilà, même s'il est quand même assez fin. C'est une grosse pince en fait. Voilà, c'est comme 2 cuillères en fait qui sont un peu croisées, donc qu'on pose sur la tête du bébé pour aider l'extraction. Et donc cette surépaisseur entre guillemets augmente un tout petit peu le risque d'avoir une épisiotomie. Même si ce n'est pas systématique, parce qu'il arrive régulièrement qu'on puisse descendre le bébé assez bas, puis enlever les cuillères avant de faire sortir la tête du bébé. Voilà, donc il n'y a pas de risque particulier pour la maman. Et pour le bébé non plus. Pour le bébé non plus. Pour le bébé, oui. Après, c'est vrai que voilà, on peut peut-être supposer que l'enfant puisse avoir un mal à la tête, on va dire. Donc en général, il y a un petit protocole douleur qui est instauré à ce moment-là. Il y a une petite déformation parfois. Ça peut, mais vous savez, la déformation, elle peut survenir aussi sur un accouchement normal. Voilà, elle survient bien souvent lors de l'engagement. Oui, parce que la tête est très... la tête se mode la forme du bassin de la maman. Donc déjà, le bébé, effectivement, la forme de la tête est déjà différente. Donc l'application de forceps peut laisser éventuellement une petite trace cutanée, mais qui n'a aucune incidence sur la santé du bébé ultérieurement, on va dire. Oui, ça permet surtout d'éviter des risques beaucoup Exactement, plus graves. Oui, tout à fait. Le risque est beaucoup plus important à ne pas le mettre quand on a exactement, si le bébé est en souffrance à ce moment-là. Alors, vaut-il mieux une déchirure ou une épisiotomie? Aucun des deux, c'est possible, mais ça dépend des cas. On a envie de dire ça dépend des cas. Effectivement, si la déchirure, il peut y avoir une déchirure, ce qu'on appelle une déchirure contrôlée, c'est-à-dire qui est maîtrisée par la sage-femme ou par l'obstétricien. Si elle est de petite taille et qu'elle n'entraîne pas de déchirure, on va dire,
verticale qui se dirige vers le périnée et l'anus, on va dire, voilà, il n'y a pas de... la cicatrisation ne sera pas plus douloureuse ou moins douloureuse qu'une épisiotomie. Voilà. Maintenant, quand on sent que le périnée n'est pas assez souple pour le passage de la tête, il vaut quand même mieux faire une petite épisiotomie. Et au moins, les choses sont bien contrôlées. On sait dans quelle direction ça se... Voilà, les choses sont plus nettes. Plus nettes et la suture est beaucoup plus facile. Oui, ça reste un acte sous contrôle quand même. Bien sûr, déchirure, c'est une complication. Enfin, c'est un petit accident. L'épisiotomie, c'est un acte médical. Oui. Alors, question anonyme. Pourquoi ne peut-on pas choisir un accouchement par césarienne ou de confort ? Une césarienne de confort, c'est ce que vous voulez dire ? J'imagine. Alors, on ne peut pas. Tout est possible. Est-ce qu'on ne peut pas déjà ? Est-ce que vraiment on ne peut pas ? Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accouchement par césarienne, c'est quand même un accouchement plus risqué, puisque c'est quand même une intervention chirurgicale, donc il y a des risques infectieux qui sont plus importants. Mais on se rend compte que dans l'imaginaire, c'est pas forcément le cas, que la césarienne a un côté plus rassurant parfois. Bien sûr. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Donc il y a le côté maternel, il y a aussi le côté pédiatrique, il y a plus de problèmes respiratoires après chez les enfants qui accouchent par césarienne que par l'accouchement par voie basse, tout simplement parce que le passage par les voies naturelles, il faut imaginer vraiment que les poumons du bébé, c'est comme une éponge en fait. Le bébé, il boit du liquide amniotique, et donc ce liquide amniotique, il faut qu'après qu'il s'expulse. Et le passage par les voies naturelles comprime les poumons, et donc ça fait un essorage des poumons qui permet justement d'avoir moins de soucis après de maladies des membres hyalines. Passage qu'on n'a pas évidemment mécaniquement parlant, il est mieux que l'enfant passe par les filières vaginales et périnéales de la maman que de naître par césarienne. Effectivement. Et puis en plus la césarienne, il y a quand même des suites de couches qui sont... Les suites de couches sont un petit peu parfois plus... moins évidentes. On récupère beaucoup moins vite, c'est plus compliqué pour s'occuper de l'enfant le premier jour. Et non seulement ça, mais les risques sont aussi plus importants pour les accouchements futurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une cicatrice sur l'utérus est plus fragile, et quand il y a des contractions pour le deuxième accouchement, il y a malheureusement parfois le risque de ce qu'on appelle de rupture utérine. Donc c'est-à-dire que la cicatrice s'ouvre avant l'heure, quoi. Et donc là, c'est très très grave, et il y a des risques maternels et fétaux. Donc la césarienne n'est pas du tout un confort. Non. Il ne faut pas privilégier cette voie d'accouchement dans tous les cas. La voie d'accouchement privilégiée, c'est l'accouchement voie basse. Bien sûr, il faut que toutes les conditions de sécurité soient réunies. Il nous arrive de faire des césariennes, bien sûr, programmées, mais les indications sont bien maîtrisées, bien établies. C'est tout sauf du confort. Exactement. Tout à fait. Alors, on reste sur la césarienne. Avec Bouchra, je me demande si le bébé se présente par le bassin, si on peut accoucher normalement ou bien s'il faut systématiquement une césarienne. Pour l'accouchement par le siège. Par le siège, oui, je pense. pense. Par le bassin, alors. Oui, j'imagine que c'est les fesses en premier. Alors, on peut très bien accoucher par le siège. Il y a deux positions de siège en fait. Il y a ce qu'on appelle le siège complet. Donc le siège complet, c'est avec le bébé en tailleur en fait. Il est en tailleur sur le bassin. D'accord. Et après, il y a ce qu'on appelle le siège décomplété, c'est-à-dire que les pieds sont en avant, et donc c'est un petit peu plus favorable, on va dire. Il est en V, quoi. Il est en V, voilà. Il est en V. Il faut remonter le long du corps. Donc c'est cette dernière position, donc la position en siège décomplété, est un petit peu plus favorable pour l'accouchement par voie basse, parce que la position en fait de ce V, ça mime un petit peu la position de la tête, c'est-à-dire que ça... Oui, il y a une descente. Il y a une descente qui est... Donc ce qui va compter aussi, c'est savoir si c'est une primipare ou si c'est une multipare. Donc c'est une patiente qui a déjà accouché plusieurs fois par voie basse. Effectivement, le passage sera un petit peu plus simple, mais on peut très bien accoucher en siège chez une primipare en respectant des précautions. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le bébé ne soit pas trop gros et surtout, il faut que la position de la tête ne soit pas trop défléchie,
puisque le risque, quand on accouche par le siège, c'est justement que que tout descende et pas la tête. La tête est supposée sortir en premier. Voilà. Donc normalement, elle doit sortir en premier. Là, c'est ce qui passe en dernier, c'est ce qui est de plus grand diamètre. Voilà, donc il faut que ça aille vite, il faut qu'elle sorte vite. Il faut que ça se passe bien. Maintenant, un accouchement par le siège qui se passe bien, c'est, j'ai envie de dire, presque plus simple qu'un accouchement par voie céphalique. Oui. En général, c'est très rapide. En général, il n'y a pas d'épisiotomie. Voilà. Il faut que la maman soit bien coachée, effectivement, à ce moment-là. Mais voilà, donc il faut pas sont voir des beaux ça accouchements. Comme une, donc la césarienne est tout sauf systématique. Ah oui. Ah oui. D'accord. Alors Audrey 21, le risque de fausse couche est-il réellement plus élevé avant les 3 mois de grossesse? Oui, clairement oui. Les fausses couches, elles surviennent dans la grande majorité des cas avant 3 mois. Et dans la grande majorité des cas pour des anomalies chromosomiques ou malformatives qui font que naturellement la grossesse s'arrête d'évoluer, soit parce qu'il y a une anomalie cardiaque, soit parce qu'il y a une anomalie plus importante, ou une trisomie, ou d'autres anomalies qui n'auraient pas été viables, qui de toute façon n'auraient pas été viables. Voilà. Et donc ce risque diminue nettement après 12 semaines, donc après l'écho du premier trimestre. Donc c'est pour ça que classiquement on ne fait la déclaration de grossesse qu'à ce moment-là, qu'on prévient bien les patientes du risque jusqu'à 12 semaines, qu'elles ne soient pas trop tristes, entre guillemets, si jamais il arrive quelque chose. D'accord. Alors Marine voudrait savoir si on peut accoucher dans une position autre que coucher sur le dos. Oui, tout est possible, on va dire. Maintenant, ce qui est le plus fréquemment pratiqué, effectivement, c'est l'accouchement décubitus dorsal. Mais il arrive de temps en temps que pour leur confort ou pour des nécessités mécaniques d'accouchement, que des mamans accouchent sur le côté. C'est ce qui peut se faire le plus fréquemment, on va dire, en dehors de l'accouchement décubitus dorsal. Maintenant, on peut voir effectivement des mamans qui accouchent accroupies, mais ça reste extrêmement rare. Et c'est leur demande ou c'est souvent leur demande. C'est vraiment extrêmement rare, et c'est-à-dire que nous ne conseillons pas ce mode d'accouchement pour la simple et bonne raison que pour nous, la maîtrise du périnée à ce moment-là n'est pas évidente. Donc, comme on en parlait tout à l'heure sur les risques d'épisiotomie ou pas, on a vraiment besoin, nous, en tant que praticiens, de bien juger le périnée et des réactions qui peuvent se passer à ce moment-là. Il faut avoir un accès, une visibilité à ce moment-là importante. Mais effectivement, je pense qu'il faut plutôt rester sur des choses classiques qui seraient peut-être moins dangereuses presque, j'ai envie de dire. Voilà. Pas forcément vouloir innover. Non, voilà. Alors, faire des massages du périnée avant l'accouchement, est-ce utile? Question de Nina. Alors, ça ne peut pas faire de mal. Oui, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, si éventuellement la maman a peur pour son périnée de manque d'élasticité, effectivement, on peut pratiquer des massages au préalable pendant la grossesse. C'est sans danger. Avec de l'huile d'amande douce, c'est sans danger, absolument. Il ne faut pas utiliser n'importe quoi, en revanche. Voilà, non, bien sûr, mais l'huile d'amande douce est quelque chose de très simple, très naturel. Voilà, ça c'est effectivement, on peut le pratiquer. Maintenant, de là à dire que grâce à ça, on va éviter les épisiotomies, ça reste encore, pas forcément le cas. Ça se saurait. Voilà, exactement. Alors, question de Marine, toujours. Comment rendre le papa moins spectateur de l'accouchement? Alors, le papa n'est pas du tout que spectateur de l'accouchement, bien au contraire, et on milite beaucoup pour ça, de plus en plus. On fait d'ailleurs même, nous dans notre maternité, on a fait une enquête très récente auprès justement du ressenti des papas en salle de naissance par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'ils auraient aimé faire ou ne pas faire. Donc leur opinion nous intéresse beaucoup. Il ne faut pas penser que le papa est mis de côté du tout pendant le travail et l'accouchement.
Tout simplement parce que le papa a tout son intérêt. Quand la maman entre en travail, effectivement, le papa va s'occuper des choses administratives. La maman est dans ses contractions, on n'est pas là, effectivement, elles ne sont pas prêtes à absorber des choses annexes comme cela. Le papa peut très bien aider à préparer les affaires. Et effectivement, le caractère rassurant de la présence du papa en salle de naissance est très important pour la maman, parce que l'aspect psychologique de la maman en travail est vraiment très très important, et le papa peut apporter justement un soutien énorme auprès des mamans. Et au moment de l'accouchement, au moment de l'expulsion même, le papa en général reste sur le côté de la maman, l'auxiliaire est en général en face, et le papa peut être là pour encourager sa femme, tenir la nuque de la maman, l'encourager. C'est très important pour la maman, et il ne faut pas négliger justement leur rôle à ce moment-là. Et vous constatez qu'ils sont assez impliqués au moment Bien de la sûr, préparation, c'est-à-dire qu'ils redoutent. Voilà. Il faut quand même voir les deux facettes. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le papa, pour que les choses se passent bien, il faut aussi que le papa ait envie d'être en salle de naissance. Il ne faut pas le forcer. Bien sûr. S'il y a l'erreur à ne pas faire, c'est de l'obliger à venir en salle de naissance, alors que de toute évidence, il n'en a aucune envie. Il en a même peut-être peur, ou voilà. Donc si lui est prêt à faire des choses, ok, qu'il soit en salle de naissance, pour la maman ça ne peut être que mieux, et pour le couple, j'ai envie de dire. Maintenant, si on il faut respecter sa volonté. Il faut respecter sa volonté, mais l'équipe en temps général, il ne faut pas qu'il se sente obligé d'être là. Voilà. Mais l'équipe est très à l'écoute, donc s'il y a une crainte, s'il y a une question, en général les papas la posent. Est-ce que vous pensez que je pourrais me mettre ici, voir un petit peu l'accouchement ? Bien souvent, ils sont même très surpris de leur réaction. Souvent, les craintes viennent avant de se dire comment je vais réagir. Et puis finalement, dans l'ambiance, on va dire, entre guillemets, du travail et de l'accouchement, ils sont très contents de la manière dont ça se passe. Mais un peu comme pour la mère, cela dit, les craintes, c'est souvent avant. Voilà, et c'est vrai que un papa à côté du maman qui est sous péridurale est forcément peut-être parfois un peu plus à l'aise qu'une maman qui n'en a pas. Ça, c'est certain. Mais en général, ils sont très contents d'être là. Mais effectivement, sans après, pour leur que ça soit un confort, choix. on évite aussi les moments un petit peu délicats, le moment de la pose de la péridurale, choses comme ça. En général, on les fait sortir pour qu'ils ne fassent pas un malaise. Même par rapport à l'intimité. Par rapport à l'intimité, effectivement, on ne va pas mettre le papa face à une situation qui pourrait le gêner par la suite. Ça, en aucun cas. Donc, on essaye de respecter un petit peu par rapport à ce que va demander la maman aussi, le papa. Donc, en général, on est assez à l'aise à ce niveau-là. Voilà. Alors, Anonyme en est à 38 semaines de grossesse, avec un bébé de 4,2 kg aujourd'hui, et elle voulait savoir encore si une césarienne était impérative. 3,8 kg et 38 semaines 4,2 kg. 4,2 kg à 38 semaines. Non, c'est pas systématique du tout. Non. Est-ce que c'est un gros bébé? Alors, oui, c'est un beau bébé déjà. 38 semaines, 4,2 kg, c'est un beau bébé. Césarienne systématique, non. Si les conditions locales sont favorables, c'est-à-dire que s'il y en a un bon bassin, et que le bébé se présente par la tête, il n'y a pas d'indication de faire une césarienne systématiquement. En général, les césariennes systématiques sont pour des bébés qui sont estimés au-delà de 4,5 kg. Voilà, peut-être avec un contexte d'une maman qui a un utérus cicatriciel ou des choses comme ça. Mais c'est du cas par cas, oui, effectivement. Mais là, s'il n'y a aucun autre Si c'est un premier bébé qu'il est estimé à 4,2 kg, à 38 semaines, elle peut accoucher voix basse. Bien sûr. Voilà. Alors, Aude, 31, vous demande quels exercices faire pour soulager la douleur pendant le travail. Il peut être multiple, effectivement, tout dépend effectivement si on est en face un pré-travail un petit peu long, parce qu'effectivement ce qui va être difficile à supporter pour les mamans c'est la longueur, enfin le temps de contraction. Donc si effectivement elles ont un pré-travail un petit peu long et qu'elles veulent avoir l'opportunité de rester un petit peu à la maison un peu plus longtemps, à ce moment-là elles peuvent effectivement pouvoir marcher un petit peu, prendre une douche
chaude, utiliser pourquoi pas un ballon qui va lui permettre de pouvoir assouplir un petit peu la sphère périnéale et même au niveau du bassin, hein, au niveau des tensions qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Ce dont les patientes se plaignent le plus souvent, ce sont des douleurs lombaires, parfois certaines contractions, comme on appelle les contractions par les reins, on entend parler de ça, effectivement, sont des contractions qui sont plus localisées au niveau lombaire. Et pourquoi pas justement faire intervenir le papa à ce moment-là par des petits massages doux sur les lombaires, ça c'est tout à fait possible aussi. Tout en sachant qu'effectivement, après, des conseils de gymnastique, ça reste très restreint. On ne va pas faire adopter des positions plus que alterner, de marcher, de s'allonger de temps en temps sur le côté, à faire des petits exercices d'assouplissement. Ça, effectivement, ça peut beaucoup aider les mamans à supporter ce moment difficile. D'accord. Voilà. Alors, question de Virginie, peut-on avoir encore des rapports sexuels pendant la grossesse ? Oui, sans problème. À partir du moment où il n'y a pas de risque d'accouchement prématuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification du col, qu'il n'y a pas eu de la perte des os, on peut avoir des rapports jusqu'à terme. D'accord. Ça peut même favoriser le déclenchement de l'accouchement. D'ailleurs, on le conseille même aux patientes qui arrivent proches du terme ou même à terme. dont le travail n'a pas encore commencé, on leur conseille de faire un petit câlin. Ça peut effectivement apporter des contractions qui peuvent de temps en temps aboutir sur le travail. Donc c'est pas négligeable, donc effectivement, pourquoi pas. Alors, peut-on boire du champagne pendant les fêtes? C'est une question de Maëlle qui précise qu'elle doit accoucher à Noël. Donc elle est en fin de grossesse. Fin de grossesse. Alors on a pour coutume de dire zéro alcool pendant la grossesse. Alors c'est d'autant plus vrai, on va dire, en début de grossesse, on va dire dans les 2 premiers trimestres, parce que c'est une période où il y a la formation du système nerveux, etc. Et donc l'alcool peut ralentir la croissance du système nerveux. Si elle est vraiment en toute fin de grossesse, elle peut mouiller les lèvres avec du champagne. Ça ne va pas faire grand-chose. Mais bon, voilà, non, il vaut mieux dire... C'est pas préconisé, mais effectivement, après, chacun est responsable de... C'est vraiment la toute fin de grossesse, c'est pas très grave. Maintenant... c'est le médecin qui le dit. Alors, question d'Anonyme. Alors, c'est une question peu sympathique, donc elle vous prévient. Mais j'ai entendu dire que certaines femmes, suite à la péridurale et aux contractions, avaient parfois des selles au moment de l'accouchement. Est-ce un cas fréquent? Merci à vous. Oui, c'est fréquent. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut bien comprendre que mécaniquement, le passage de la tête appuie forcément sur le rectum. Donc, s'il y a des selles qui sont encore présentes, elles vont s'expulser au moment du passage de la tête. Donc ça, elles ne vont pas avoir honte de ça. Hein. C'est malheureusement naturel et mécanique. Donc c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Alors à moins de faire un lavement avant d'aller en salle de naissance. Voilà, mais c'est quelque chose dont on a l'habitude et dont on ne doit pas avoir honte du tout. Hein. Voilà, mais ça n'a pas de lien avec la péridurale, en tout cas, par rapport à la question posée. Il n'y a pas de lien, c'est le côté mécanique de la tête du bébé qui appuie sur le rectum, qui lors de l'expulsion, effectivement, fait ressortir les selles s'il y en a. D'accord. Alors, question de Anonyme, probablement pas la même, mais j'ai vraiment très peur de me sentir sale, entre guillemets, après l'accouchement. Peut-on prendre une douche dans les instants qui suivent l'accouchement? Alors, dans l'instant qui suit l'accouchement, donc après la sortie du bébé, après la sortie du placenta, après l'éventuelle suture, nous faisons toujours une petite toilette périnéale, ça va de soi. Il est important de toujours respecter l'intimité, l'hygiène des mamans à ce moment-là. Donc une petite toilette est toujours de rigueur après l'accouchement. Nous évaluons effectivement également les saignements donc immédiatement après l'accouchement pendant les 2 heures de surveillance. De la même manière, si au niveau de l'absorbex,
il y a beaucoup de sang, on change l'absorbex, il y a une autre toilette qui est effectuée avant de remonter à l'étage. Donc nous ne laissons pas les mamans effectivement dans un environnement qui serait pas, qui la rendrait pas à l'aise à ce moment-là, dans tous les cas. On prend quand même rarement sa douche, son bain, surtout sur dans la péridurale. Voilà, après effectivement la douche... Voilà, il faut quand même que... Oui. Respecter un délai raisonnable pour se lever. Les anesthésistes le précisent bien justement lors de la pause de la péridurale. Oui, une fois que le produit est arrêté, il y a une inertie qui est très importante quant à la digestion, on va dire, des médicaments. Et il faut respecter un délai de 6 heures après l'accouchement. Donc nous répétons effectivement aux mamans d'attendre ce délai-là pour se lever, de se lever effectivement accompagné d'une personne. Et une fois que le lever se passe bien, effectivement, là, elles peuvent prendre une douche quand elles le souhaitent, si elles ont accouché normalement, bien évidemment. Après, retour à la vie normale. Voilà, très vite, après une césarienne, c'est un petit peu différent, mais finalement, la douche peut s'envisager dès le lendemain si elles le souhaitent. D'accord. Voilà. Alors, bonjour, c'est Christelle, future maman d'un premier enfant. Comment je peux reconnaître, c'est écrit pas pareil, comment je peux reconnaître la perte des os d'une autre perte de liquide? Alors, la perte des os, c'est quoi? C'est du liquide amniotique? Tout à fait. Alors, la perte des os, elle est essentiellement, effectivement, sur une perte de liquide conséquente. Donc là, dans ces cas-là, en général, les mamans savent qu'elles doivent venir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un liquide incolore, comme de l'eau. Un liquide incolore qui peut être aussi légèrement teinté dans certains cas. Effectivement, ça peut être le cas. Là, je pense que le souci de la patiente, c'est de savoir effectivement reconnaître s'il y a très peu de liquide, si effectivement on est bien en présence de liquide amniotique ou autre. Donc en fin de grossesse, on peut avoir des pertes vaginales ou cervicales relativement abondantes qui laissent la patiente parfois dans une humidité. Mais parfois... on peut avoir parfois des pertes d'urine. Tout à fait. C'est quand même assez fréquent. Et donc, il faut bien différencier mais parfois, elle peut perdre effectivement du liquide de manière intermittente, mais quand même souvent dans la journée. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'elle vienne consulter parce qu'on peut effectivement penser à une fissuration de la poche des os. Donc, nous, on a des tests très simples qui s'appellent le test d'Amnicator. Donc, on peut savoir, donc ce sont comme un petit coton-tige que l'on place au niveau vaginal avec un réactif. Voilà. Donc si c'est une fissuration, nous hospitaliserons également la maman, puisqu'il y a toujours pour les risques infectieux dont on a parlé en début d'émission. Donc il ne faut surtout pas hésiter s'il y a un doute. Effectivement, souvent les mamans nous appellent pour ces raisons-là. Mais bon, je crois qu'en cas de doute et d'inquiétude, il ne faut pas hésiter à venir consulter pour effectivement écarter une éventuelle fissuration. Puisque la rupture franche, en général, c'est beaucoup plus clair. Elle laisse peu de doute, tout à fait. En général, le liquide, il coule vraiment. Voilà. On n'a pas de doute. Sachant surtout dans les petites fuites, on va dire, légères, peu importantes, légères, où là, effectivement, si elles ont un doute, elles viennent. Et on a moyen de savoir très rapidement si c'est du liquide amniotique, si c'est de l'urine, si c'est des pertes vaginales. Sachant que s'il y a perte de liquide, les choses ne s'arrêtent à aucun moment jusqu'à l'accouchement du bébé. Donc les pertes de liquide, il y en a jusqu'au bout. Alors Noémie, 77, je suis enceinte de 38 SA plus 4. Depuis hier, j'ai des nausées, une perte d'appétit, les pieds gelés et bébé bouge moins fort que d'habitude. Est-ce des signes d'accouchement? Non, c'est pas des signes. Le fait d'avoir les pieds gelés, c'est pas un signe d'accouchement. Le fait que le bébé bouge un petit peu moins, par contre, ça peut quand même motiver une consultation, au moins pour faire un monitoring, vérifier qu'il n'y ait pas de souci, que le rythme cardiaque du bébé est normal, éventuellement faire une échographie pour revérifier la quantité de liquide. La diminution des mouvements du bébé, elle peut être due effectivement à une diminution des mouvements de liquide, du coup le bébé a moins de place pour bouger. Donc ça peut être une nécessité de consulter pour ce motif-là, ce n'est pas un signe de début de travail en tout cas. D'accord, alors une question qui sera probablement la dernière puisqu'on arrive à la fin de ce live chat, ce sera celle de Ghislaine. Combien de temps après l'accouchement on peut sortir de l'hôpital? Alors, c'est
classiquement, on reste hospitalier. Alors, tout dépend si on parle du bébé ou de la maman. C'est-à-dire qu'en général, les deux sortent ensemble. Donc, celui qui reste le plus longtemps décide, entre guillemets, du nombre de jours du séjour. Voilà. Pour ce qui est de la maman, j'ai envie de vous dire, on pourrait imaginer une sortie même au bout de 24-48 heures si c'est un accouchement normal chez une multipare. Il n'y a aucun problème particulier, qu'il n'y ait pas d'épisio, que les suites sont simples, qu'elle n'a pas de facteur de risque, qu'elle n'a pas de diabète. Avec suivi à domicile, avec éventuellement suivi à domicile, voilà, exactement. Pour ce qui est de l'enfant, tout dépend également du poids de naissance, de l'examen du pédiatre, si les pédiatres autorisent la sortie ou pas, du risque d'ictère néonatal. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Nous, à l'hôpital Galien, on a pour habitude de garder les patientes jusqu'au 4e, de les faire sortir au 4e jour pour un accouchement par voie basse, au 5e pour une césarienne. Voilà. D'accord. En sachant qu'on module effectivement, si c'est une multipare, en général, elle reste un jour de moins dans l'un ou l'autre cas. Voilà, ça leur permet d'avoir un apprentissage sur les soins qu'elles ont à faire auprès du bébé, donc ça les rassure en général beaucoup aussi de les garder un petit peu plus longtemps. Oui, puis les multipares, elles ont les autres enfants aussi qui attendent le retour. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il faut savoir se reposer aussi, et c'est un moment où la femme doit savoir... veut se reposer à ce moment-là. Le retour à domicile n'est pas forcément... C'est parfois la même chose. Voilà. D'accord, eh bien, écoutez, l'émission est maintenant terminée. Donc merci beaucoup à tous les deux. Vous avez répondu à très nombreuses questions, plus de 30. Voilà, donc je pense que beaucoup d'internautes se sentent rassurés grâce à vous. J'espère. Merci à vous. Et peut-être à bientôt sur un prochain live chat. Très bien. Merci bien. Merci.